Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Terrain sensible. Collection dirigée par Hervé Sellier. Les terrains sensibles sont ceux que les institutions repèrent et ciblent avec des actions publiques. Ce sont aussi des espaces qui sont sensibles au sens médical du terme du fait des crises qui s'y déroulent. Enfin, les terrains sensibles sont ceux où la difficulté quotidienne amène les acteurs à faire preuve à la fois de sensibilité et d'innovation. Ces terrains relèvent de domaines variés, social, pédagogique, sanitaire, politique, culturel, esthétique. Terrain sensible est une collection consacrée à la publication d'études, d'enquêtes, de travaux de recherche qui décrivent ces différents domaines et en abordent les enjeux par des méthodologies multiples, elles aussi innovantes. La collection Terrain sensible veut contribuer à l'information et à la réflexion sur les questions majeures qui affectent les territoires à différentes échelles, du local au global. Déjà paru. Stéphane Tessier, Éducation, Santé et Précarité, 2013. Hervé Sellier, Ali Quadria, Abdallah Loussif, avec la participation de Michel Autric, Démarche qualité dans l'enseignement supérieur, Notions, processus, mise en œuvre, 2013. Ablarouag Djenini, Hervé Sellier, Les jeunes face à l'exclusion, des stratégies d'intégration aux stratégies marginales, 2013. Charles Calamel, Insiders. Le jazz pour apprendre, 2012. Hervé Sellier pour Thiépé, Réussite éducative, une expérimentation sociale à Romans-sur-Isère, 2012. Du même auteur. Le sort tomba sur le plus jeune avec Guérincé, Mazali, Marly, INEP, 1987. Guide des politiques de la jeunesse, Paysages, dispositifs, références, Paris, IDEF Syros, 1990. Le jeune enfant et l'architecte, Coord, Paris, IDEF Syros, 1991. Du tag au tag, première édition, Paris, IDEF, 1990, deuxième édition, Paris, Des clés de Brouwer, 1992. Du stade au quartier, le rôle du sport dans l'intégration sociale des jeunes avec Duré P, Irlinger P, Louveau C, Metoudi Monsieur, Dire, Paris, IDEF Syros, 1993. Du gouvernement des enfants, Paris, Des clés de Brouwer, 1993. Les conseils municipaux d'enfants et de jeunes, à la recherche d'un dispositif de participation sociale avec Rossini N, Paris, Anasej IDEF, 1994. La jeunesse et la rue avec Barrère JY, Dire, Paris, Des clés de Brouwer, 1994. Exclusion sociale et inscription urbaine des jeunes dans les banlieues entre réseau et espace régional, avec Kokoref Monsieur, Paris, RATP Réseau 2000 numéro 90, mars 1994. Jeunes mais citoyens. Quelle éducation pour quelle citoyenneté? Avec Birbé, Coord, Paris, Ministère de la Jeunesse et des Sports IDEF, 1995. Action éducative spécialisée en placement familial. Clinique éducative et projet de société avec Vaillant Monsieur, Paris, L'Harmattan, 1999. Des jeunes et des expérimentations sociales avec Dubouche et L, Vigneux, Matrice, 1999. La jeunesse comme ressource. Expérience et expérimentation dans l'espace public, Dire, collection Questions vives sur la banlieue, Ramonville-Sainte-Agne, Aubeville RS 2001. Les inscriptions de la jeunesse, collection Débat Jeunesse, Paris, L'Harmattan 2002. L'invention de l'autorité avec Pingy, Vigneux, Matrice 2003. 108 rue Gabriel Péry, Paris, Sens-et-Tonka 2003. Émergence culturelle et jeunesse populaire, Turbulence ou Médiation avec Boucher Monsieur Dire, collection Débat Jeunesse, Paris, L'Harmattan 2003. L'alternative jeunesse avec Bordevet, collection Les Savoirs de la Ville, Paris, L'Atelier 2004. La place des jeunes dans la cité, espace de rue, espace de parole avec ALUE et Jourment JP, Dire, Paris, L'Harmattan 2005. Adolescence entre confiance et défiance avec Casanova R, Dire, Nancy, Pun 2008. Légende des tags, Paris, Sens-et-Tonka 2009. De la rupture au lien. Regard sur l'éducatif renforcé avec Bélandou H, Vigneux, Matrice 2010. Introduction, la jeunesse comme menace. En 2001, j'ai publié La jeunesse comme ressource. Expérimentation et expérience dans l'espace public. Il s'agissait d'une production collective
avec une quinzaine de chercheurs, était questionnée cette orientation de l'action publique qui prête à la jeunesse des capacités à diagnostiquer les problèmes qu'elle rencontre et dans une certaine mesure à mettre en œuvre des solutions, Vulbaud 2001. Il s'agissait de considérer les jeunes comme auteurs de leur inscription sociale, ce qui était à la fois une qualité, mais aussi une façon d'acter la perte d'un certain nombre de processus de cohésion sociale, autrefois vécus sur le mode de l'automaticité et de l'hétéronomie. La ressource se repérait souvent dans des émergences socioculturelles et se déployait dans des expérimentations locales. Cet ouvrage trouvait sa place dans une collection consacrée aux questions vives sur la banlieue, créée à l'initiative de Bernard Charlot, à l'époque, professeur à l'Université Paris 8 mais aussi élu municipal de la ville de Saint-Denis et fondateur de Profession Banlieue, centre de ressources des professionnels de la politique de la ville. Autant dire que la jeunesse dont il était question avait à voir, mais sans exclusive, avec une population de milieux populaires, souvent d'ascendance étrangère visible, vivant en quartier d'habitat social, en banlieue parisienne mais aussi à Roubaix ou à La Réunion. Le terme de cité marquait bien par son double sens, le périmètre de certaines contributions, entre espace d'expérience d'un confin territorial et désignation du lieu idéal de la démocratie. Ainsi, le RAP et les conseils de jeunes sont apparus comme des ressources réelles d'inscription, mais il s'agissait de décrire des phénomènes et d'interpréter des processus et non de participer à l'idéologie de la ressource. L'analyse de la configuration des discours politiques a mis en évidence l'instrumentalisation des jeunes et des dispositifs qui leur sont destinés. L'ambivalence institutionnelle offrait certes une orientation normative marquée par la participation et la confiance, mais avec ce que Bernard Beer a nommé l'analyseur Villepinte, Beer 2001, on a pu identifier des discours empreints de défiance et centrés sur la répression. En face de la ressource, il y avait la menace. Une dizaine d'années plus tard, j'ai souhaité reprendre ce que je ne percevais qu'en contre-jour dans la perspective que j'avais suivie à l'époque. Il faut dire qu'avec la période 2002 à 2012, le sécuritaire est passé de l'ombre à la lumière. On pourrait même dire que le sécuritaire est devenu le principe majeur de l'éclairage politique, et tout spécialement pour envisager la question des jeunes, avec le moment des émeutes de 2005 et des manifestations anti-CPE de 2006 qui vit le gouvernement décréter l'état d'urgence. Pourtant, mon projet n'est pas d'ajouter des feuilles à l'émeute de papier qui a marqué cette période, Mogé 2006, ni a fortiori, de valoriser celui qui n'aimait pas la princesse de Clèves. Je cherche plutôt à retourner vers le contre-jour des années 80 et 90, période d'émergence du sécuritaire, afin d'en identifier les formes discursives et praxéologiques. S'interroger sur cette période est aussi une façon de tester l'hypothèse que le sécuritaire est une orientation politique transversale aux différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, de cette fin de siècle en France. Les 6 chapitres de ce livre reprennent avec quelques modifications des articles publiés entre 2001 et 2012. Le premier chapitre est consacré à la police. Il propose l'inventaire des différentes missions de cette institution vis-à-vis de la jeunesse. Cet article s'intégrait à un questionnement sur le croisement des politiques de sécurité et des politiques sociales et sur les tensions affectant l'institution policière, entre prévention et coercition, entre répression et solidarité, Damon 2001. Au moment de la rédaction de cet article, en 2001, le coup d'arrêt de la police de la proximité n'a pas encore sonné. Rétrospectivement, j'ai ajouté cet événement à mon inventaire. Le second chapitre porte sur les centres éducatifs renforcés. Il étudie les textes légaux qui en règlent le fonctionnement dans les premières années de leur création. L'intervention judiciaire sur les jeunes relève explicitement d'une politique de la rupture. Ce texte a été produit dans le cadre d'une recherche sur contrat pour la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Bélandouache, Vulboa, 2010. En le reprenant ici, apparaît une interaction qui ne m'était pas lisible à l'époque, entre les processus de proximité et d'éloignement, de lien et de rupture. Les 2 sections suivantes sont consacrées aux représentations médiatiques des jeunes. Le 3e chapitre, élaboré avec Mohamed Darmeim, s'intéresse aux procédés techniques de floutage des visages dans les reportages des actualités télévisées consacrés à la délinquance juvénile. Nous avons analysé le contexte d'usage de ce procédé technique comme relevant d'un processus de défiguration,
c'est-à-dire d'atteinte identitaire. L'article a pris place en 2006 dans une revue de sciences de l'éducation consacrée à la violence en milieu scolaire. Le 4e chapitre est consacré aux incivilités, terme mis entre guillemets pour permettre une analyse de ces usages sociaux. Il s'agissait moins de connaître les prétendues incivilités des jeunes, que de comprendre pourquoi on désignait certaines conduites juvéniles comme des incivilités. Cet article s'inscrit dans un numéro de la revue de l'Union des associations familiales, titré « Adolescence, l'âge de tous les risques », paru en 2004. Mon article tranchait relativement dans l'ensemble de la livraison. D'abord, il n'était pas centré sur la recherche d'une pathologie juvénile ou l'analyse d'une intervention socio-éducative, mais sur les fonctions normatives d'un discours criminologique. Ensuite, au contraire des autres articles, les illustrations ne représentaient pas des adolescents mais des institutions comme des policiers en patrouille ou des députés à l'Assemblée nationale. Que ce soit pour le floutage ou les incivilités, il s'agissait de centrer le regard sur la façon dont les institutions rendent spectaculaires et hors normes les visages et les gestes juvéniles. Les 2 sections qui suivent s'intéressent à l'exclusion. Le 5e chapitre essaie de comprendre la relation engagement-désengagement civique des jeunes à partir d'un 3e terme, le dégagement comme moyen de nommer l'exclusion du politique. Ce texte a été publié en 2005 dans les actes d'une université d'été du ministère de la Jeunesse. Enfin, le chapitre 6, titré « Le travail contre autrui », reprend un texte paru en 2010 dans un livre collectif dirigé par Manuel Boucher. Le concept de travail contre autrui, tout comme celui de dégagement, est une façon de nommer une interaction d'exclusion qui passe par des procédés hétérogènes, inscrits aussi bien dans le relationnel des postures que dans la matérialité des objets. Ces différents chapitres permettent de donner une consistance à une approche sécuritaire de l'action publique concernant les jeunes. Par action publique, on veut nommer l'orientation et la dispersion d'une politique de jeunesse. L'orientation et le traitement sécuritaire. Ce processus ne renvoie pas seulement aux problèmes de délinquance voire de troubles sociaux, mais surtout à la recherche de la sécurité comme mode de formulation ou de reformulation de la question sociale. Ce qui revient, comme on le verra en fin d'ouvrage, à faire entrer la jeunesse dans l'âge sécuritaire, Vulbeau 2013. La dispersion renvoie à la diversité des institutions et des acteurs concernés par cet âge sécuritaire qui ne se limite en aucun cas aux images typiques de la répression, mais à une constance discursive et pratique dans la stigmatisation d'une classe d'âge pour tenter d'en conjurer la menace. Chapitre 1 : La police des jeunes. Ce texte s'intéresse aux relations de la police avec les jeunes dans une perspective de politique publique. Il traite principalement de la période des années 80 et 90. Pour examiner de façon ciblée cette action policière, je procéderai en 2 temps. D'abord, je ferai un inventaire de cette politique. Sans prétendre à une revue exhaustive, je donnerai à voir les spécificités et la consistance des différentes orientations comme la répression, la protection, la prévention, l'insertion et l'expertise. Ensuite, je proposerai quelques pistes de réflexion sur les dynamiques de ces interventions dont certaines sont souvent placées sous le signe de l'expérimentation sociale. La répression. Les missions de répression couvrent différents volets, notamment de dissuasion, d'intervention, de contrôle, de surveillance, de renseignement, etc. La répression de la délinquance vise classiquement les auteurs d'infractions mais cette tâche est depuis quelques années en pleine recomposition. D'une délinquance individuelle de type acquisitif souvent occasionnelle ou initiatique, la police vise désormais la répression de délinquances collectives, territorialisées, à caractère de plus en plus violent et qui impliquerait de plus en plus de très jeunes enfants particulièrement déstructurés. Depuis le milieu des années 90, la délinquance des mineurs apparaît comme un des enjeux majeurs de sécurité publique. Ce qui a conduit l'institution policière à améliorer la connaissance des effets préjudiciables du comportement des mineurs mis en cause sur leur environnement familial, scolaire et social. Les intervenants de la répression appartiennent à différentes unités. Les services d'investigation et de recherche, les brigades des stupéfiants, les brigades en criminalité, les brigades d'îlotage. Parmi celles-ci, les brigades anticriminalité, BAC, occupent une place particulière dans la lutte contre la délinquance de voie publique. En 1996, elles sont composées de plus de 300 brigades locales ou départementales,
Les BAC relèvent de structures administratives souples permettant des adaptations aux spécificités locales de la délinquance. AGE accent aigu S de 25 ans en moyenne, les fonctionnaires se regroupent en équipes affinitaires tant sur le plan relationnel que sur celui des méthodes d'intervention. Ils bénéficient d'un effort d'équipement particulièrement important, véhicules 4x4 aux vitres incassables, matraques de type tonfa, fusil flashball lanceurs de balles de caoutchouc. Le développement des violences urbaines a conduit à la création d'unités particulières comme la Brigade régionale d'enquête et de coordination, BREC, dans le secteur de la police judiciaire de Versailles, ou la Brigade de répression des actions violentes, BRAVE, dans l'agglomération lyonnaise. Ces deux unités ont pour mission de démanteler les bandes, de poursuivre les leaders négatifs et d'organiser enquête et recherche. La répression est assurée également en partie par les brigades des mineurs, qui, au-delà de leur rôle traditionnel de protection, comme on va le voir plus bas, ont étendu leur domaine d'intervention à l'encontre des mineurs auteurs de délinquance. C'est le cas de la moitié des 69 brigades des mineurs réparties dans les grandes villes de province en France. Ainsi, depuis le milieu des années 90, une mission de police des mineurs a émergé mobilisant près d'1 millier de fonctionnaires dont la moitié à temps complet. Ces policiers appartiennent aux 3 corps principaux, gardiens de la paix et gradés, officiers de police, commissaires de police. À partir de l'étude statistique des effectifs policiers, Carole Mariage-Coralli constate qu'en 1996, ce sont 1,6% des fonctionnaires de sécurité publique qui se sont consacrés à temps complet ou partiel à la police des mineurs. À Paris, ce sont les divisions de police judiciaire et les commissariats de quartier qui s'occupent de la délinquance des mineurs. Une des formes de la répression de la délinquance s'inscrit dans un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui, depuis 1995, a permis d'adapter et de renforcer les techniques de police. 3 objectifs ont été particulièrement visés. Mieux percevoir le phénomène délinquant et ses effets, mieux adapter et coordonner les services, mieux informer l'autorité judiciaire. Il s'agit d'objectifs internes aux fonctions némentes de la police ou externes, visant le partenariat avec d'autres institutions de l'État. Ainsi, est visée l'amélioration du diagnostic et du signalement grâce au partenariat et à une meilleure collaboration avec l'ensemble des acteurs, notamment la justice. Un dispositif réunissant la Direction centrale de la sécurité publique et au ministère de la Justice, la Direction des affaires criminelles et des grâces, vise l'établissement d'un récapitulatif trimestriel à propos des mineurs délinquants et de leurs familles. On y recense les procédures dressées pendant la période écoulée, les conduites délictueuses ou inciviles, l'influence néfaste, la participation aux violences urbaines, etc. Toujours pour améliorer l'information locale, certains services, comme à Perpignan, recueillent par secteur géographique des données sur les infractions, les incivilités, les nuisances, les doléances recueillies par les îlotiers, ainsi que la liste des mineurs persistants et des familles en difficulté. Pour améliorer la perception des phénomènes de violence scolaire, le partenariat avec les établissements scolaires a permis, d'une part, la détection et le signalement des jeunes à risque et, d'autre part, le signalement systématique des délits de type violence scolaire, au parquet, à l'inspection académique et à la direction départementale de la sécurité publique, technique expérimentée notamment avec l'inspection académique de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la procédure dite de traitement direct. De nouvelles figures apparaissent dans ce cadre comme les correspondants police-éducation ou officiers correspondants jeunes, qui, depuis 1990, permettent d'agir au plus près des jeunes mais aussi des enseignants afin de briser la méfiance existant culturellement entre 2 professions qui s'ignoraient. Entre autres fonctions, ces correspondants participent à la mise en place de protocoles de travail tripartite, éducation nationale, police, justice, afin de faciliter le signalement de faits délictueux ou de comportements répréhensibles et le retour d'informations. La protection. La protection des mineurs s'est imposée comme une des missions spécifiques de la police au tout début des années 70. Cette police des mineurs a pour objectif la protection des enfants victimes ou en danger moral ou physique. Plusieurs modèles, différents selon les caractéristiques géographiques et institutionnelles, président à la mise en œuvre de la police des mineurs. On recense les 7 brigades. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.